Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout. Enfin, certains ont l'air plutôt être à bout, mais bon. Non, non, c'est vrai, après avoir entendu tous ces mérites de la robustesse, tous ces aspects, enfin, éclairés de tous côtés, c'est cool. Mais en fait, comme disait mon ami Christian, il reste plus qu'à vous dire, ben, y a qu'à, chers amis, on va voir si ça marche d'ailleurs, y a qu'à, soyez robustes. Tout est dit. Puis, quelque chose de positif. Si vous êtes encore là, à 16 heures, après tous ces discours magnifiques, vous avez quand même fait preuve d'un certain niveau de robustesse. Donc vous n'êtes pas entièrement débutant, je trouve ça assez cool. Et puis pour vous rassurer aussi, je ne vais rien rajouter de neuf, dans le sens des pensées complètement, je ne sais pas d'où. Je vais juste relever un ou deux points, peut-être sous forme d'exemples personnels qui me paraissent essentiels, parce qu'on a beaucoup entendu. Et des livres ont été écrits à ce niveau-là. Alors, si je démarre avec où ça a démarré, avec ce que disait M. Lebas, on pense que nous vivons des temps turbulents. Ce nuage de mots que vous voyez là, il synthétise les grandes thématiques médiatiques des 3 dernières années, ou 4 dernières années, ce que M. Lebas avait dit, les a priori médiatiques. Alors, est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est juste médialisé? Moi, je suis convaincu que la robustesse, elle ne se construit pas face à un grand nuage noir, qu'il soit réel, futur ou pas du tout, ou imaginé. Elle se forge dans les défis, dans les champs de bataille, les points de résistance de notre quotidien, ou comme Hélène et David Bonhomme disaient ce matin, dans la vraie vie. Ça se matérialise de manière très concrète, pas dans un truc nuage noir, au niveau personnel, au niveau de notre famille, au niveau de nos entreprises. Et j'aimerais vous prendre en guise d'exemple, dans un domaine de ma vie où actuellement la robustesse est la différence qui fera le make ou le break. Dans ma vie, l'un des défis actuels majeurs, pour une fois, ce n'est pas une de mes entreprises, mais ce qui nous coûte énormément d'énergie, se situe au niveau de notre situation familiale. Mon épouse, moi et mes 4 filles. C'est un de nos grands champs de bataille, pour nous tous, mais pas intramuros, à l'intérieur de la famille, mais extramuros, pour nous en tant que famille. Suite à un appel divin et l'invitation explicite d'un groupe de personnes, il y a quelques années, nous avons pris nos clics et nos claques, nous avons quitté tous ensemble la Suisse alémanique pour nous installer en terre neuchâteloise, que vous ne connaissez pas du tout. Difficile pour mon épouse, qui est suisse alémanique et bernoise, difficile pour moi, qui suis d'origine genevoise. Et après une aventure assez rocambolesque, et certains en ont fait partie d'ailleurs ici, nous avons débarqué, il y a 4 ans, là-bas. Et nous nous sommes retrouvés dans la smoule. Ou comme Marcello, j'ai noté ce matin, ou d'ailleurs c'est Joël qui citait Marcello, pas du tout dans notre zone de confort. En bref, on est arrivé, mais on piétine sur place depuis 4 ans. On a été mandaté pour certains projets, pour certaines idées, mais on n'a aucune autorité. Zéro. Quelque part, on est en tant que famille porteur de vision et d'espoir, mais on ne peut pas agir. On est en Suisse romande en fait, grand plaisir pour moi, et on s'est retrouvé là où on habite, dans une bulle entièrement germanophone. Difficile de connecter avec le terroir. Il faut toujours traduire. Donc en fait, on a été appelé à rejoindre, mais en fait, on est assez isolé. Et cette situation qui dure depuis 4 ans, pour moi, pour mon épouse, mais pour mes filles également, il y a une grande question qui s'est posée. C'est comment faire pour ne pas craquer? Il y a plusieurs options, on a entendu ça de Thomas Beuyeler. Une, c'est de partir et juste d'abandonner cet appel. Et d'ailleurs, mon épouse et moi, on se relègue régulièrement. Heureusement, on se relègue. On nous réveille le matin et on dit « Mais qu'est-ce qu'on fout là? On n'a rien à y gagner. What the heck ?» Deuxième option, on reste, mais on devient juste des frustrés. Il y en a beaucoup d'ailleurs, des comme ça.
Ou bien on baisse les bras, puis on se met en mode, je sais pas, hibernation. Donc on s'est mis à la recherche, en tant que famille, vraiment de clés, de pistes. Comment faire pour devenir, ou plutôt pour rester robuste dans ce contexte. Et il y a sûrement plein d'astuces, et on en a entendu certaines aujourd'hui durant la journée, y compris l'entraînement physique. Je parlais tout à l'heure avec David Bonhomme durant la pause, y compris le MMA. Et je plaisante pas. C'est juste un exemple, parce que on est dans une culture où on a l'impression que si tu te prends une bugne, t'es mort, t'as perdu la bataille. Et ce qui aide, si tu fais des arts martiaux, c'est de te rendre compte, mais si tu te prends une baffe ou un coup de poing, t'es pas mort. Enfin, t'es pas forcément mort. Et t'as perdu la bataille. Donc, de faire cette expérience, ah ouh, ça m'a fait mal, mais en fait, hey, je peux, oh là, ciao, quelqu'un me redonne ma montre. Comprenez, donc il y a plein d'astuces pour aider, mais on a cherché plus profondément, plutôt du côté aussi du cœur. Et on est tombé sur l'histoire, en fait, je me permets Danilo, je ne sais pas où ils sont maintenant les frères, parce qu'il y a tellement de flash là, de Daniel, pas de Danilo, mais de Daniel également. On est tombé en fait sur l'histoire de Daniel et de ses amis et leur aventure au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une histoire tragique que vous connaissez tous, probablement. La déportation des Juifs, etc. Pour ceux que ça intéresse, on la retrouve dans le livre des Chroniques, des Rois, du prophète Jérémie, Ézéchiel, etc. Situation tragique, ou pour citer Marcello, je me permets, ils étaient vraiment dans la merde. Mais dans toute cette tragédie, et quand on lit ces histoires, on focalise souvent sur les grands défis, l'histoire de la fosse aux lions, la fournaise ardente, etc. Mais nous, on y a également trouvé des aspects différents dans la vie de Daniel et de ses amis qui résonnaient beaucoup avec notre situation. Et je m'imagine que l'un ou l'autre parmi vous, l'une ou l'autre, ça va leur parler également. Par exemple, il s'agissait comment vivre dans une société qui ne partage pas ta foi. C'est un sacré défi. Ou bien, comment vivre ou travailler dans des structures qui, quelque part, sont contraires peut-être même à tes convictions. Ou bien, vivre parmi un lieu, un peuple que tu n'as pas choisi. Daniel et ses amis n'avaient vraiment pas choisi, ils étaient déportés. Mais il faut quand même y vivre. Ou bien, en tant que juif, déporté, prisonnier de guerre, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, tu as pas mal de pression idéologique, sociale, etc. Tu n'es pas le héros du coin. Et comment, dans tout ça, rester fidèle dans un monde, en fait, qui ne correspond pas, mais sans fuir ce monde. Daniel. Mais il ne s'agit pas uniquement de cet aspect robustness dans le sens résister, mais il y a aussi, plus subtil, le côté ne pas se faire avaler, engloutir. On n'est pas sûr, en tant que là, les théologiens, ils ne sont pas sûrs quant au nombre de déportés juifs de l'époque, etc., mais où tout le monde est certain, c'est que la majorité des juifs, plus tard à Babylone, à Suse, etc., quand ils ont pu retourner en Israël et à Jérusalem, ils ne l'ont pas fait. La majorité n'est pas retournée à Jérusalem. Une grande quantité d'entre eux a été, absorbée par la culture de l'époque. Donc, quel était le secret de Daniel pour rester robuste sans devenir le grand frustré de l'histoire, être au service de structures, mais rester également au service et de son appel divin. Et là, on a pensé trouver une clé dans une histoire, un verset très anodin, juste avant le grand récit de la fosse aux ours. Non, ça c'est la version bernoise. C'est la fosse aux lions. J'ai rarement entendu un sermon sur ce verset. C'est juste après que les politiciens, les magistrats, ils ont réussi à convaincre le roi des Mèdes et des Perses, l'Iran actuel, de promulguer un de ces nombreux décrets assez débiles d'ailleurs, qu'on lit que Daniel il vient d'apprendre ça. C'est ce qui va l'amener finalement dans la fosse aux lions. Comment est-ce qu'il réagit et qu'est-ce qu'il fait? Et après cette mauvaise nouvelle, il sort en tenue de combat? Non. Le mot-clé, c'est il monte, il va à la maison. Pour les entrepreneurs, des fois, s'il y a des mauvaises nouvelles ou des choses difficiles, ça vaut la peine de quitter sa place de travail et d'aller juste à la maison. C'est permis, Daniel l'a fait. Et il monte à la chambre à l'étage. La chambre à l'étage, au travers des Écritures, c'est un lieu
où se joue le destin, souvent de personnes, des fois même de royaumes. Je vous rappelle la chambre à l'étage d'Élie, par exemple, à Sarepta, celle préparée pour Élisée à Sunem, la chambre à l'étage du roi Akaz ou Achaz, qui met dans sa chambre à l'étage des idoles, ou pire, son petit-fils Manassé, complètement déglingué dans sa chambre à l'étage, un lieu d'intimité. La chambre à l'étage qui devient lieu de naissance de Jésus, ou la plus célèbre, peut-être la seule connue souvent, c'est la chambre à l'étage de la Sainte Seine. Mais il y en a plein de ces chambres à l'étage. Donc la chambre à l'étage, pour moi, c'est comme un lieu décisif, un lieu où se jouent des destinées. Et on lit que pour Daniel aussi, c'est un lieu, moi j'appellerais ça un lieu de force. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, je me permets de reprendre les paroles de ce qu'avait dit, je crois, Hélène. Il cultive le calme. Il monte, comme il le faisait d'ailleurs d'habitude, comme il avait l'habitude de monter 3 fois par jour. Donc c'est un lieu, un espace, mais aussi un lieu dans le temps, un moment. C'est même 3 moments, 3 fois par jour. Ça paraît anodin, mais il faut déjà le faire. Interrompre 3 fois son quotidien pour se retrancher dans cette chambre. Donc c'est un rythme, une habitude. Puis désolé pour toi David, mais on appelle ça une discipline quotidienne. Et là, il cherche l'intimité avec Dieu. Mais il y a encore une autre remarque. Il est dit que la fenêtre était ouverte direction Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie, pourquoi il avait cette fenêtre ouverte direction Jérusalem? Si Daniel avait focalisé sur son grand nuage noir de l'époque, peut-être qu'il serait devenu un des grands frustrés, ou il aurait craqué. Mais il avait, quand il montait dans sa chambre, il avait sa fenêtre ouverte sur Jérusalem, donc il focalisait sur la vision qui était la promesse de Dieu, qu'après 70 ans, le temps viendra, le destin changera, et les Juifs, s'ils le veulent bien, pourront retourner dans le pays d'Israël. Quelque chose qu'il connaissait parce qu'il lisait le Tanakh, il lisait la Bible. Il ne comprenait pas toujours, une fois Dieu lui a envoyé un ange d'ailleurs pour lui expliquer les Écritures. Je ne sais pas si ça avait déjà arrivé ça. Mais il savait, en regardant direction Jérusalem, il y a une promesse. Il n'a pas lâché. Et moi je pense que ce rythme de vie, cette façon de cultiver le calme, je dirais cultiver son espace dans le temps et en lieu, c'est un élément majeur de la robustesse. Et il y a un deuxième élément que je vous partage, il est simple. C'est Shadrach, Meshach et Abednego, les meilleurs potes à Daniel. Dans la vie de Daniel, il était entouré d'amis. Certains ont passé aussi à la fournaise. Donc une bande de copains, probablement à l'origine. À la fin, ils sont devenus des vrais camarades de destinée. C'est le genre de copains, comme disaient nos pionniers de Canal Alpha, qui, quand t'en as marre, ils te disent il faut continuer, il faut persévérer. Et je pense, et avec ceci on a fait le tour, avant les mots de la fin et de passer à l'apéro que j'estime bien mérité, si vous désirez rester robuste, ou pour les plus jeunes, devenir robuste, il y a parmi plein de trucs, il y a 2 éléments, je pense, qui sont vraiment clés. Le premier, c'est entourez-vous de bons amis. Et la deuxième chose, c'est cultiver votre chambre à l'étage. Et si vous vous posez la question, ouais mais je suis plutôt bon dans l'un, pas trop dans l'autre, comment je dois faire? La réponse, on l'a entendue ce matin. Les deux, mon capitaine. Merci.